Le but, donc, je rappelle, c'était de proposer des pistes de solutions à cette crise nord-coréenne, pour que ces pays sortent de la fiction historiographique créée par les Chinois. C'est la méthode correcte d'investigation de la nature pour connaître tout ce qui existe. Chaque mystère, tous les secrets, tout est dit dans cette formule. Donc, c'est la méthode correcte d'investigation. Donc, les mathématiques, c'est une méthode. Et ça permet de savoir tout ce qui existe. J'insiste sur le mot « tout » et « existe ». Alors, lorsqu'on a ces mathématiques en sa possession, on peut accéder à tout. La conséquence directe de ce retour à la vie à la lumière de ses ancêtres disparus, c'est l'effondrement du monde fictif, de la fiction historiographique qui a été créée par la Chine et dans laquelle sont enfermés en 2017 ces États de la Chine, du Japon et des deux Corées. C'est-à-dire qu'ils sont dans un monde fictif et ils n'arrivent pas à en sortir parce que ce monde fictif est confronté à la réalité, celle de l'univers. Voilà pourquoi on est pris dans ces contradictions qui nous amènent vers la guerre. Donc, pour pouvoir résoudre cette affaire, il faut sortir du monde des idées qui ont été fabriquées, donc de ce qu'on appelle l'histoire, pour revenir à la réalité, c'est-à-dire de ce dont on ne veut pas parler. Qu'en est-il du Japon et de la Chine? Alors, le Japon et la Chine et le Japon, ces deux pays sont la seule explication. C'est la ligne de tension, la ligne de très haute tension qui justifie tous les conflits qu'il y a dans cette région d'Asie du Nord-Est. Cette relation est l'explication de tout. Et tant qu'on ne se sera pas penché sur ce qui divise, ce qui sépare, ce qui oppose les Chinois aux Japonais, les Japonais aux Chinois, on ne sortira pas des crises de cette région d'Asie du Nord-Est. Il faut simplement revenir à ce qui s'est passé au 7e siècle. Dans la région, il y a un point focal qu'il ne faut pas oublier. C'est que entre 658 et 660, le royaume de Kudara a été détruit et que ce sont les ancêtres des Japonais et que les coupables sont bien connus. C'est la dynastie de Tang et ses successeurs. Tous ces États n'ont qu'une seule raison de vivre, se venger en se détruisant l'un ou l'autre. Voilà la destinée dans laquelle ces deux États sont enfermés et ils ne peuvent pas en sortir. Et qui nous explique et qui renforce cette idée qu'il est très important au XXIe siècle de revenir sur cette question parce que tant qu'elle ne sera pas, on n'en aura pas parlé. Je ne parle même pas de règlement. Mais tant que ces peuples n'en auront pas parlé, ils vont rester dans cette fiction historique sans jamais pouvoir en sortir que par la violence. Et avec les armes, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, cette violence va simplement se terminer par la destruction générale de toute la région. En revanche, d'autres peuples, d'autres nations, et c'est ce que nous sommes en train de faire, peuvent aider Chinois et Japonais à revenir sur ce passé pour le solder de manière diplomatique. Et c'est là le rôle que va jouer la famille impériale au XXIe siècle n'a pas de pouvoir. Il n'y a plus de pouvoir spirituel au Japon depuis le 7e siècle. Parce qu'ils ont tué leurs propres ancêtres. Ceux qui avaient reçu de la force créatrice de l'univers. Je ne vais pas dire Dieu parce qu'en Afrique nous n'utilisons pas ce terme. Ce sont ces ancêtres fondateurs qui ont reçu le pouvoir qui a permis de créer Kudara avec la magnificence et la puissance que nous connaissons. Mais depuis que ces ancêtres ont été tués, il n'y a plus rien. C'est la raison pour laquelle le Japon fait la guerre depuis 15 siècles pour survivre. Donc, pour des raisons de sécurité nationale et surtout pour renouer le lien avec les ancêtres, la famille impériale doit se réapproprier le pouvoir spirituel. Donc, et ce pouvoir spirituel, elle va le retrouver en Afrique. La famille impériale japonaise doit repartir en Afrique. Comment? Pourquoi? Pourquoi faire? Ils le savent. Si cela n'est pas fait, les deux Corées vont rester séparées et vont peut-être changer de nom parce que le mot Corée est trompeur concernant ces deux peuples. Donc ça peut se régler. Ça peut se régler. Et alors, les avantages, les cartes maîtresses dont disposent les deux pays pour pouvoir se rapprocher de manière significative, c'est tout simplement de suivre la théorie du principe de Pechet que j'ai développée et qui redresse l'histoire fictive qui a été créée par la Chine, qui oppose les ancêtres des Japonais aux ancêtres des Nord-Coréens. Tout ça est faux. En ayant comme chef de famille, père de famille, Kim Il-sung et le peuple qui joue donc le rôle de ses enfants. Et la mère de Kim Il-sung étant, elle, la mère de cette famille qui est une famille-nation. Ainsi, la Corée du Nord est donc un État confucéen, familialistique, étatique.
tel que moi je le définis, ou les appellations père. En coréen, ils vont dire abaji, donc père. L'appellation qu'on réserve à Kim Il-sung de père et à ses successeurs, donc ses fils Kim Jong-il et puis Kim Jong-un, fait son sens. Ce n'est pas de la propagande, ça correspond à la nature réelle du régime. Ce sont ceux qui appellent le régime communiste qui ne comprennent pas pourquoi il y a ce rapport entre les dirigeants et le peuple. Nous, dans notre exercice de géocréativité, on comprend beaucoup mieux. La Corée du Sud, de son côté, quant à elle, du point de vue de notre exercice, de la théorie que j'ai développée, est un État confucéen familialiste. Vous comprenez pourquoi? Donc, les Coréens d'aujourd'hui, qui dans leur vie quotidienne, parce que j'ai vécu avec eux pendant presque 20 ans en France, qui ont un mépris innommable pour la race noire et pour les Africains en particulier, devraient savoir qu'ils doivent tout à l'Afrique. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est leur ancêtre, leur grand roi Sédion qui a une statue gigantesque en plein centre de Séoul. Alors dans l'article, j'ai parlé d'un objet technologique. Cet objet technologique, en fait, l'une de ses formes, c'est ce que les Coréens appellent aujourd'hui l'alphabet coréen Hangul. Cet alphabet coréen est un dérivé de cet objet technologique. En fait, c'est sa forme la plus simple. Mais ce n'est pas un alphabet. Donc lorsque les Coréens disent qu'ils ont inventé un alphabet, moi je sais qu'ils mentent. Ils mentent. Alors, Japon, Corée du Sud, ça c'est la relation la moins simple de toute la région, la plus émotionnelle, celle qui véhicule tout ce qui justifie l'exercice de géocréativité que nous avons commencé depuis déjà un certain nombre de minutes. Alors, dans cette relation, on trouve la mauvaise foi, l'incompétence et les bons sentiments. Donc, ces particularités qui marquent cette relation font que la science et la connaissance sont en marge de tout. Donc, la voie est ouverte, la porte est ouverte au recours systématique à la propagande. Il faut revenir dessus. Deuxième chose, il faut étudier scientifiquement le processus de colonisation de la Corée. Je parle de processus. Il ne s'agit pas de citer le nombre de morts, de blessés, le nombre de Coréens qui ont été prostitués dans les camps japonais. Ça, c'est du sensationnel, ce n'est pas du travail scientifique. Il faut étudier le système colonial. Et ça, ce n'est pas fait. Et si c'est fait, les informations ne sont pas publiques. Donc c'est comme si ça n'avait pas été fait. Donc il faut absolument s'intéresser à la colonisation. Qu'est-ce que c'est que la colonisation? La colonisation, c'est l'accaparement des richesses d'un pays. C'est pas plus compliqué. Il faut s'intéresser à ça. Et dans le cas de la Corée, la colonisation, c'est le processus, c'est la possession de la terre. Il faut étudier la possession de la terre. Oui, alors, est-ce qu'une expérience scientifique a eu lieu en Corée de la part des Japonais pour réaliser cette colonisation? Alors moi je dis oui. Alors l'expérience scientifique, est-ce qu'elle était volontaire ou pas, planifiée ou pas? Pour moi, peu importe. Parce que je retrouve bien les traces d'une construction, une construction logique avec des résultats. C'est ce que nous allons proposer et permettre de déconstruire cette espèce d'histoire sans queue ni tête qui a lieu entre la Corée du Nord et entre la Corée du Sud et le Japon. Alors ça, c'est le travail de la géocréativité. Donc à partir de ce cas concret, nous allons avoir une vision beaucoup plus fine de ce qui se passe. Tout ceci se passe de cette manière parce qu'on est au courant de tout, sauf de l'essentiel. Et c'est ce que nous allons apporter donc au public, l'essentiel, en utilisant les techniques de la science, les possibilités que nous offre la science, c'est-à-dire une approche rationnelle des faits, sans passion, sans sentimentalisme, avec le maximum de précision. Alors, voici la version des Coréens sur cette affaire des femmes de réconfort, la version officielle validée par leurs scientifiques. Donc, les Coréens disent environ 200 000 femmes furent prostituées de force. Notez bien, de force, dans les camps militaires japonais. La version japonaise, la réponse des Japonais aux Coréens, officielle, c'est de dire ces femmes se sont prostituées de leur plein gré. Notez bien, de leur plein gré. Donc, les Coréens disent de force, les Japonais disent non, de leur plein gré. Donc, il n'y a pas de doute, il y a bien eu des femmes prostituées dans les camps japonais. La dissension, là où ils ne s'entendent pas, c'est sur la question qui porte sur le consentement, comme on le dirait en droit. Le consentement. Est-ce qu'il y a eu consentement de ces femmes pour se retrouver dans cette situation dramatique que tout le monde aujourd'hui déplore, japonais, coréens et même le monde entier? Donc, est-ce qu'elles ont donné leur consentement? Ça, c'est une question juridique pure et dure. Et ensuite,
il faut s'interroger également sur les conditions de formation de ce consentement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, est-ce que ces femmes étaient conscientes de ce qu'elles faisaient? Est-ce qu'elles ont mesuré la portée de leur situation personnelle? Est-ce qu'elles l'ont fait pour s'amuser? Est-ce qu'elles ont été... Voilà, donc il faut se poser des questions sur cette question-là, sur cette situation individuellement, hein, pour ces 200 000 femmes. Normalement, en droit, c'est comme ça qu'on procède dans les affaires judiciaires. Donc, nous allons donc nous attaquer à cette question juridique, mais sous l'angle scientifique, historique et psychologique. En nous attaquant donc au contexte culturel général de la Corée à cette époque-là. Donc, ce qui va suivre, donc, provient de l'analyse de la période coloniale et des événements historiques côté coréen et côté japonais. Donc, je n'ai pas consulté les archives des Coréens ou des Japonais pour arriver aux conclusions que vous allez entendre, ou plutôt pour construire l'analyse et arriver aux conclusions que vous allez entendre. C'est simplement l'abord scientifique, un travail scientifique qui respecte les canons de l'exercice. Et on va pouvoir dégager, je vais pouvoir dégager donc la position, je vais pouvoir dégager suffisamment d'éléments pour expliquer la position japonaise telle qu'elle s'exprime et la position coréenne. Donc, merci et soyez très attentifs. Donc, il y a donc un bras de fer entre l'alliance jeune et aristocratie confucéenne de la campagne et puis les forces coloniales japonaises. Et cet affrontement, ce bras de fer entre les deux camps va donc culminer avec la manifestation pour l'indépendance du 1er mars 1919. En fait, ce n'est pas une manifestation pour l'indépendance au départ, c'est que le roi est mort. Le roi de Corée est mort et c'est cette transformation de la société, et ça les Japonais ne s'y attendent pas, c'est cette transformation de la société, de ce bouleversement, ce renversement, ce mélange des générations et des niveaux de l'élite et du peuple, qui va donc organiser une rébellion contre l'occupation du Japon. Parce que les Japonais à un moment donné vont vouloir s'attaquer au symbole de la noblesse à laquelle la nouvelle population aspire aussi. Donc ce remaniement de soi des Coréens pour devenir quelqu'un d'autre est simplement un signe de perdition. Alors ça va ouvrir la porte à tout. À partir de ce moment-là, le gouvernement colonial japonais peut obtenir du peuple coréen tout ce qu'il veut, pratiquement. Et je pense que vous allez pouvoir vous en apercevoir. Donc ici, la société coréenne, vous l'avez compris, est impuissante. Donc les Coréens suivent le mouvement et vivent leur vie au quotidien. Donc en 1943, Koiso peut donc imposer aux jeunes Coréens la conscription sans aucune conséquence. Conscription, vous savez ce que ça veut dire, c'est l'enrôlement dans l'armée. Point. Donc à partir d'ici, il faut faire un point sur la situation. Donc depuis 1929, donc une génération a passé. Donc il faut voir les choses un peu sur le long terme. 1919, 1940, vous voyez, ça fait à peu près une génération. Alors j'ai parlé de 1919, le moment de cette grande manifestation, méga manifestation anti-japonaise. De 1919, vous ajoutez 20, vous tombez à 1939, donc on est à peu près à 1940. Une génération a passé. C'est-à-dire que les enfants qui s'enrôlent dans l'armée, ce sont les enfants de ceux qui ont animé cette giga manifestation anti-japonaise. Vous avez compris? Le pays a totalement changé. Ce n'est même plus le même pays du point de vue technique. Ce n'est même plus le même pays. Les mentalités ont été totalement retournées et j'allais dire sans violence. Parce que je ne vous ai pas parlé de manifestations contre-japonaises. Il n'y a rien. Tout se passe de manière, comme ça, de manière subtile dans les esprits des gens. Les Coréens se comportent maintenant comme des Japonais. Donc vous avez mieux compris dans quel contexte étaient ces femmes de réconfort qui étaient qui sont des femmes qui se sont retrouvées prostituées dans les camps militaires japonais pendant la guerre. Vous comprenez dans quelle situation émotionnelle, culturelle, politique et de pression était le peuple coréen, mais aussi le peuple japonais au Japon et même les dirigeants japonais en Corée et les dirigeants coréens en Corée. Pour moi, tous ces gens sont au même niveau. Ils sont dans un système dont ils sont prisonniers et duquel ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, vous avez bien compris qu'il n'a jamais été question de juger l'un ou l'autre des partis, mais de comprendre. Et la science nous donne les instruments pour pouvoir décortiquer la situation, comprendre comment
les choses se sont mises en place, les mécanismes, et à partir de cette compréhension, ben, se mettre en tête tous ces schémas pour que ça ne se reproduise pas dans l'avenir. C'est surtout ça l'enjeu, que les schémas ne se reproduisent pas. Parce que si on ne comprend pas comment les choses se sont mises en place et développées, ben ça va reprendre. Troisième et dernier point, c'est donc que l'historiographie asiatique est unifiée. Il n'y a plus de contradiction entre l'histoire du Japon, l'histoire de la Chine, l'histoire de la Corée. On peut écrire une seule histoire pour tous ces peuples et surtout résoudre tous les énigmes, tous les mystères qui jalonnent l'histoire de ces différents pays. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé le facteur commun, l'élément manquant à l'histoire de l'Asie, c'est-à-dire, alors, pour les peuples européens, africains, américains, il y a des conséquences directes, il y aura des conséquences directes et dommageables si cette guerre a lieu, puisque le Japon, par exemple, contrôle de manière monopolistique des branches entières de l'industrie de pointe, comme par exemple l'industrie de la chimie fine. Donc avec des productions qu'on retrouve dans tous les produits, dans les ordinateurs, dans les baskets, même dans les glaces, qui font qu'on n'a pas intérêt à ce que ces pays se retrouvent en conflit armé. Donc il est souhaitable que les solutions que nous proposons soient prises en compte. Pour l'Afrique, ce sera encore plus grave, puisque c'est l'Afrique qui va payer le prix de cette guerre, comme d'habitude. Ce sont les peuples africains, donc par les injonctions du FMI, qui vont payer la facture de cette guerre. Il y aura des conflits armés en Afrique qui vont amener des déplacements de population par millions pour que les belligérants, ces pays qui se font la guerre en Asie, puissent se servir des matières premières dont on a besoin pour fabriquer les armes. Les matières premières sont en Afrique, donc ce sera une catastrophe humanitaire en Afrique si la guerre a lieu. Donc il ne serait pas étonnant qu'il y ait un renversement de situation et que le Japon se retrouve isolé. Alors, isolé, bon, peut-être que les États-Unis vont rester à côté du Japon, c'est ce que j'espère pour le Japon, mais j'ai des doutes parce que les États-Unis sont affaiblis. Militairement, ils ont perdu en Syrie, c'est acquis. Et puis socialement, c'est un pays qui est divisé. Donc comment un pays qui est socialement divisé, qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de théâtre d'opération et qui n'est pas en position de force militaire, peut s'engager dans ce conflit qui sera le pire conflit qu'on ait connu depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous invitons tous les belligérants à prendre leurs dispositions pour revenir aux problèmes du passé, à l'Antiquité qui a opposé leurs ancêtres, et d'en discuter de manière la plus large et la plus ouverte possible pour dégager des solutions. Et le principe de Pekché a bien dégagé des possibilités de solutions.